Le Liban peut-il devenir un État normal, c'est-à-dire cesser de jouer les États tampons, autrefois entre l'Europe et les Ottomans, et aujourd'hui entre Israël et la Syrie? Alors nous allons consacrer 2 numéros du dessous des cartes à ce pays, car avant d'évoquer le retrait des troupes syriennes du Liban en avril 2005, il y a un certain nombre de faits historiques essentiels qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre un petit peu de la personnalité de ce pays. Voilà, le Liban est là, à la fois très proche de l'Europe, méditerranéen et ouvrant sur le Proche-Orient, puisqu'il partage ses frontières nord et est avec la Syrie et avec Israël, sa frontière sud. Alors on s'en doute, un tel voisinage n'est pas forcément simple. C'est le plus petit État du Proche-Orient, 10 500 km², soit même pas le tiers de la Belgique. Il fait 210 km de longueur et entre 40 et 70 km de largeur. Et c'est une largeur qui, très vite, depuis la côte, vient buter sur 2 chaînes de montagnes qui ont donné leur nom au pays. Il y a la chaîne centrale du mont Liban, et puis plus à l'est, les monts de l'Anti-Liban, et entre les deux, la plaine de la Beka, qui en fait est un plateau d'environ 1000 mètres d'altitude. Alors ces montagnes ont une double importance. D'abord, elles sont le château d'eau d'où naissent de nombreuses rivières qui traversent le Liban, se jettent en Méditerranée ou dans le Jourdain. Voilà donc un pays qui est riche en eau dans une région qui en manque. Et puis dans l'histoire du pays, ces monts du Liban ont toujours offert un refuge aux minorités opprimées. Alors justement, parlons d'histoire. Cette rive de la Méditerranée fut d'abord une côte phénicienne. C'est sur ces côtes que furent fondés des grands ports phéniciens de l'Antiquité, Byblos, Sidon, Tyr. Les Phéniciens furent un grand peuple de marins, de commerçants, et du 9e au 7e siècle avant Jésus-Christ, ils ont joué un rôle d'intermédiaire entre les civilisations de la Méditerranée, de la Mésopotamie et de l'Égypte, en faisant le commerce du cuivre, de l'étain, du cèdre, du blé. Alors peut-être que les Libanais d'aujourd'hui ont hérité de la vocation maritime et commerciale des Phéniciens. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Libanais ont aussi été influencés par la civilisation hellénique, après les conquêtes d'Alexandre. À partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Empire romain a laissé aussi au Liban de superbes ouvrages de l'époque d'Auguste, tels le sanctuaire de Jupiter héliopolitain, dont on peut voir les ruines à Baalbek, ou encore la porte monumentale à Tyr. Au 7e siècle commence la pénétration et l'influence arabo-musulmane avec les dynasties omeyyades, abbassides, fatimides. Mais ce furent les Turcs qui ont été les plus durables colonisateurs. D'abord avec les Turcs seljoukides au XIe siècle, et puis la longue période ottomane, très précisément de 1516 à 1919. Alors déjà, il faut s'imaginer ce que cela représente comme circulation d'hommes et d'idées sur cette petite bande de terre logée entre mer et montagne. Alors comment fonctionne ce territoire? Voici une carte tirée d'un atlas publié à l'université Saint-Joseph, à Beyrouth, je vous donnerai tout à l'heure la référence, et elle indique l'implantation des familles féodales du temps du sultanat ottoman. Elle montre des territoires dirigés par les émirs ou les cheikhs. Ils se trouvent à la tête de grandes familles, de communautés, à la fois puissance religieuse, sociale, parfois militaire, toujours puissance financière, car ces émirs versaient un impôt au sultan ottoman, c'était leur seule allégeance, mais prélevaient un pourcentage à la source, et la source de l'impôt, c'était leurs paysans. Alors ces clans féodaux sont, entre autres, des familles maronites de Kazen, dans la province de Kesroan, des Druzes, tels les Djumblad dans le Chouf, les Jobeish, des chrétiens maronites de Razir. Ces communautés organisées autour des monts Liban ont formé un territoire qu'on avait appelé le Petit Liban. Et il faut bien comprendre que leur cohésion et même leur identité étaient avant tout religieuses. Et ce qui va créer des tensions entre elles, c'est le passage de cette identité religieuse vers la gestion des affaires politiques, et ce, sous l'influence des puissances extérieures. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Bien, ça veut dire que le Liban devient un champ d'affrontement entre les grandes puissances de l'époque, Paris et Londres, qui vont instrumentaliser ces communautés. Alors pour simplifier, les Britanniques plutôt côté druze et les Français plutôt côté maronite.
D'ailleurs, en 1860, la France intervient militairement pour protéger les Maronites et la région du Mont Liban, sans Beyrouth, bénéficie alors d'un statut d'autonomie sous garantie internationale. L'Empire ottoman démantelé en 1919, juste après la Première Guerre mondiale, Paris et Londres se partagent la région. Et la SDN, la Société des Nations, confie aux deux capitales ce qu'on a appelé des mandats. Les Anglais ont la charge administrative de la Transjordanie, l'Irak, la Palestine, et la France a le mandat sur les provinces syriennes. Paris divise la Syrie en 5 entités administratives, dont l'une d'elles est détachée pour former autour du Mont Liban une entité politiquement autonome en s'appuyant sur les liens qu'elle avait tissés avec les chrétiens d'Orient en général et la communauté maronite en particulier. Eh bien, c'est la naissance de l'État du Liban, fondé le 1er septembre 1920. Son territoire est plus large que le territoire historique que nous avons vu tout à l'heure. Il s'agit d'un grand Liban, et c'est là sans doute un basculement à retenir, car la formation d'un État libanais, amputant la Syrie d'une de ses provinces, est bien sans doute que cela n'a jamais été oublié par Damas. Alors, dans cette enveloppe étatique, quelle est la répartition géographique des communautés? On repère la région centrale du pays, entre Beyrouth et la Bekaa, c'est la région des Maronites. Ce sont des disciples de Saint Maron, ils sont des chrétiens orientaux, persécutés par Byzance, venus au 8e siècle de Syrie pour se réfugier dans le mont Liban, justement. Et les Maronites ont développé au fil des siècles un fort sentiment communautaire, celui des minorités isolées. Et depuis les croisades, ils ont noué des liens avec l'Église catholique, et en particulier avec la France, gardienne des lieux saints, comme on disait, d'où ce rôle permanent de la France, et ce peut-être encore aujourd'hui. On trouve aussi une communauté arabophone, chrétiens, orthodoxes, de rite byzantin, on les appelle les Grecs orthodoxes, et qui sont regroupés plutôt autour des villes de Tripoli, Beyrouth, Saïda. La présence des musulmans sunnites peut se repérer au nord du pays et autour de Baalbek et Saïda. C'est l'héritage de la conquête arabe au 7e siècle, puis celle de l'occupation ottomane. Les musulmans chiites sont installés au nord-est du pays, dans la Bekaa, autour de Baalbek, et au sud-ouest, à côté de ce qui viendra plus tard la frontière israélienne. On trouve aussi dans le pays des minorités d'Arméniens, des Kurdes. Et puis enfin, il y a les Druzes, qui sont dans une région de montagne qu'on appelle le Chouf. À l'origine, ce sont des musulmans venus du Caire, issus du schisme, et leur ancien vizir, Al-Darazi, a donné son nom à la communauté druze. Mais comme ils sont influencés par la philosophie grecque et bouddhique, ils croient à la réincarnation, alors ils sont rejetés par les musulmans, et les Druzes viennent eux aussi se réfugier, entre autres, dans les montagnes libanaises vers la fin du XIIe siècle. Alors cette carte, c'est un petit peu une photographie que l'on peut peut-être retenir, car d'abord c'est sur cette répartition entre les communautés que se fait le recensement des Libanais en 1932. Le résultat de ce recensement va aider à construire les institutions du pays lors de son indépendance de la France en 1943. Et c'est cela le pacte national des Libanais. Et cela répartit les pouvoirs avec une présidence de la République pour un maronite, la présidence de l'Assemblée nationale pour un chiite, et le Premier ministre doit être un sunnite. Sauf que comme toute photo, cela fige les choses. Cette carte des communautés que vous venez de voir, constamment reproduite dans les atlas d'ailleurs, elle est fausse. Ou en tout cas, elle est obsolète. Car il n'y a pas eu de recensement officiel des Libanais depuis 1932. Et s'il n'y a pas eu de recensement, c'est tout simplement parce que l'équilibre démographique de l'époque entre chrétiens et musulmans n'existe plus. Or, c'est cet équilibre qui avait permis le pacte institutionnel au moment de l'indépendance. Or, les institutions qui gouvernent le pays sont les mêmes depuis 1943. Alors pour certains, ce pacte est assez équilibré, car il permet la gestion des institutions du pays. C'est lui qui maintient le système communautaire et multiconfessionnel, ce qui régit l'équilibre entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Mais pour d'autres, au contraire, cela prolonge un État consensuel, un État mou. Cela interdit la formation d'une identité nationale. Cela favorise le fait que chaque communauté s'appuie sur une puissance étrangère pour faire avancer ses droits. Alors bien logiquement, dans un prochain numéro, nous allons analyser les ambitions des voisins du Liban, c'est-à-dire la Syrie et bien sûr Israël. Dans un récent numéro, je vous ai parlé de l'histoire du Liban
Aujourd'hui, je voudrais vous montrer que cet État n'a en fait jamais été totalement souverain sur son propre territoire, à la fois pour des causes internes, du fait du système communautaire, et aussi parce qu'il n'a pas cessé d'être soumis à des interventions extérieures. Alors ces interventions extérieures, les cartes permettent de les visualiser. Voilà, le Liban est là, c'est le plus petit État du Proche-Orient, une superficie de 10 500 km². C'est un État récent, formé par la France en 1920, et qui devient indépendant de celle-ci en 1946. Il partage ses frontières avec la Syrie au nord et à l'est, et avec Israël au sud. Alors, qui sont les habitants du Liban? On voit ici la région où vivent les Maronites, la communauté des chrétiens grecs orthodoxes qui vit à Beyrouth, Saïda, Tripoli. Les Druzes vivent plutôt dans les montagnes, près du mont Hermon et dans la région du Chouf. On peut repérer la présence des musulmans sunnites, plutôt au nord et autour de Saïda. La communauté chiite est installée au nord du pays, autour de Baalbek, et au sud. Il y a aussi des Arméniens, des Kurdes. Alors voilà, c'est cela, les communautés multiconfessionnelles du Liban, selon la formule consacrée. Or, cette carte que vous voyez là, toujours répétée, est désormais fausse et à plusieurs titres. D'abord, combien y a-t-il d'habitants au Liban? L'administration de la statistique a publié en 1997 une étude indiquant qu'il y aurait un peu plus de 4 millions de Libanais dans le pays, plus la diaspora à travers le monde, soit à peu près 6 millions de Libanais hors du pays. Mais impossible d'être plus précis, car il n'y a pas eu de recensement dans ce pays depuis 1932. Alors pourquoi? Parce que le pacte national, établi lors de la déclaration d'indépendance en 1943, a réparti les pouvoirs entre ces communautés confessionnelles en fonction de l'équilibre démographique existant en 1932. Soit un maronite à la présidence de la République, un sunnite chef du gouvernement, un chiite président de l'Assemblée nationale. Or, l'équilibre démographique du pays s'est évidemment modifié au fil des années, et pourtant, en 2005, les institutions du Liban fonctionnent toujours à peu près selon ce même modèle. Alors pour certains, toucher à ce pacte, c'est toucher à la cohérence même des institutions de l'État libanais. Mais pour d'autres, au contraire, c'est peut-être justement l'État qui ne peut s'affirmer du fait même de ce système communautaire que maintiennent maronites, chiites, sunnites, druzes. Ce sont ces communautés qui sont source de pouvoir, et au Liban, le référent de l'identité, c'est la communauté et pas la nation. Et pourtant, le fond culturel commun est plus grand que les clivages. La langue est commune, c'est l'arabe, la cuisine, les données rurales et urbaines, donc l'habitat, tout cela est commun. Donc attention à ne pas confondre diversité religieuse, différence ethnique et classe sociale. Voilà ce bref détour sur la sociologie politique du Liban pour expliquer que l'intensité des conflits dans la société libanaise est plus le reflet des rivalités de pouvoir au sein des appareils communautaires que le produit de spécificités ethniques. Liban, État mou, aux fonctions manipulées par les communautés qui font avancer leurs avantages en s'appuyant sur des forces extérieures. Alors justement, lesquelles? Eh bien, quelques cartes et quelques dates permettent de le rappeler. D'abord, sur cet État déjà fragile, impossible de minorer les conséquences de la naissance d'Israël sur sa frontière sud en mai 1948. Ces conséquences sont nombreuses et précises. Premièrement, il y a d'abord l'exode des Palestiniens qui, par centaines de milliers, fuient et se dispersent dans tout le Proche-Orient et en particulier en Jordanie et au Liban. On voit ici les camps de réfugiés palestiniens qui se multiplient à l'époque et on voit bien leur localisation au Liban. Deuxième conséquence, après la guerre des 6 jours de 1967, au cours de laquelle Israël conquiert le Sinaï, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le Golan, le sud du Liban devient une base anti-israélienne pour les fédayines palestiniens. Le Liban se voit ainsi placé au centre de l'antagonisme israélo-arabe et le Fatah, le parti d'Yasser Arafat, devient au Liban un État dans l'État. Troisième conséquence, face à cette situation, la riposte israélienne se fait aussi au détriment du Liban. En 1978, Israël installe
une armée de supplétifs libanais chrétiens, l'armée du Liban Sud, devant empêcher les infiltrations des Fédayines depuis le Liban. En juin 82, Tsahal s'enfonce à l'intérieur du Liban jusqu'à Beyrouth. Arafat quitte Tripoli pour Tunis, évacué par la marine française. Les phalanges chrétiennes, alliées d'Israël, massacrent les civils palestiniens, notamment dans les camps de Sabra et de Shatila. Les armées israéliennes se retirent jusqu'au fleuve Litani, 2 ans plus tard, en 1984. Et ces mouvements militaires que je vous décris, évidemment, ne peuvent pas être dissociés de la guerre civile qui fait rage au Liban entre 1975 et 1989. Et là, la carte n'est pas un bon outil pour montrer les positions des milices chrétiennes, chiites, druzes, sunnites, car elles évoluent sans cesse, de même que les alliances. Et dans ces changements constants d'alliances et de position, l'autre voisin, on a envie de dire le premier voisin, c'est-à-dire la Syrie, va utiliser le territoire libanais, là aussi pour atteindre plusieurs objectifs. D'abord, contrôler la résistance palestinienne, ensuite rechercher un équilibre entre les milices chrétiennes et musulmanes pour qu'aucune ne prenne le dessus, conquérir un espace face à Israël après la perte du Golan syrien, et puis surtout, au fond, tenter de récupérer cette province du Liban qui lui fut arrachée par la France en 1920, je vous en ai parlé la semaine dernière. Alors tout cela, évidemment, se fait au prix de souffrances considérables pour les Libanais dans leur propre pays. La fin de l'état de belligérance au Liban en 1990 va être possible à la fois parce que l'URSS est en train de disparaître et parce que Damas se range du côté des États-Unis dans le conflit qui se prépare avec l'Irak. Damas se retrouve les mains libres pour apparaître force stabilisatrice régionale, et c'est bien là tout de même un paradoxe. Regardez cette carte. Pour le Liban, le prix à payer pour le retour à la paix, c'est la présence des troupes syriennes dans le pays, surtout dans la plaine de la Beka, environ 35 000 soldats. C'est le contrôle politique de l'État libanais par Damas, et c'est la création par la Syrie du Parti de Dieu, le parti Hezbollah, créé pour affaiblir les partis sunnites et le parti phalangiste chrétien, et pour poursuivre, par milices interposées, la lutte contre Israël. Alors ce parti Hezbollah, de notre côté de la Méditerranée, est perçu comme un parti terroriste ou en tout cas intégriste. Et pourtant, il faut savoir qu'il est populaire au Liban, ce qui s'explique très bien, ne serait-ce qu'à cause du travail social, qui est celui de ses cadres auprès des populations chiites modestes, par contraste avec la corruption en place au sein de l'État libanais, et aussi par contraste avec le mépris dans lequel la population libanaise chiite est tenue par les sunnites ou par les maronites. Avant-dernier mouvement de troupes, Israël décidera unilatéralement de retirer son armée du sud-Liban en juin 2000, et pour les Libanais, ce n'est pas l'État libanais qui a obtenu le refus israélien, mais bien la pression du parti Hezbollah sur Israël. Et puis enfin la Syrie. Après 15 ans de maintien de ses troupes, Damas ne décidera pas unilatéralement de son retrait du Liban en avril 2005. Non, ce sera sous la pression d'une résolution des Nations Unies, la 1559, poussée, votée par la France et les États-Unis. Ce sera aussi parce que l'assassinat politique dont le régime syrien s'est fait une spécialité a cessé d'être un mode de résolution des différends, et parce que peut-être aussi les choses ont changé pour les dictatures au Moyen-Orient, notamment en Irak. Au terme de ce retrait syrien et du strict point de vue du territoire, peut-on dire aujourd'hui que le Liban est devenu souverain? Voici, en novembre 2005, une carte montrant la localisation des camps palestiniens au Liban. Là vivent aujourd'hui environ 400 000 Palestiniens. Ils ne peuvent ni rentrer en Palestine, ni devenir citoyens libanais, et pourtant ils forment tout de même 10% de la population du Liban. Alors évidemment, la question des Palestiniens au Liban est liée au rapport israélo-palestinien, plus largement au Proche-Orient. Alors maintenant que les troupes syriennes du Liban se sont retirées, il ne faut tout de même pas se faire d'illusions. L'influence de Damas demeure sous diverses formes, ne serait-ce que par les réseaux de ses alliés politiques au Liban même. Ensuite, est-ce qu'on peut faire une politique différente avec les mêmes élites au Liban? La problématique libanaise est nouvelle, mais la classe politique est ancienne.
Les institutions actuelles ne répondent plus aux évolutions démographiques, on l'a vu, d'autant plus qu'il n'y a dans ce pays qu'un patriotisme communautaire. Donc, un État multiconfessionnel est-il encore possible aujourd'hui, et surtout dans cette région? Je vous rappelle qu'Israël, État volontairement monoconfessionnel, ne le souhaite pas. Alors voilà autant de questions auxquelles les Libanais vont devoir maintenant apporter des réponses, mais tout de même en se souvenant que leur pays a peut-être comme un devoir de montrer l'exemple dans le dialogue entre chrétienté et islam.